ce soir, nous sommes ici pour parler de la psychologie de l'attraction en compagnie de Ulysse Neguillo. Ulysse est ici, il va vous parler. Quant à moi, je vais vous laisser pendant 1 heure, on va faire une présentation, puis ensuite des questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder, ça pourrait être utile pour la suite. Et enfin, voilà. Ulysse, je vais vous laisser la parole, vous êtes bien plus de moi. Et merci. Je vous donne la parole, allez-y. Avec plaisir. Un plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Bon, déjà, j'ai une petite question pour vous. Qui ne rêverait pas parmi vous d'avoir le super pouvoir d'attirer à lui qui il désire, ou d'être attirant d'ailleurs pour qui il désire? Ce serait génial, hein? Je pense qu'on en rêve tous. Je m'appelle Ulysse Neguillo, je suis coach et psychothérapeute. Je suis passionné par l'être humain depuis 11 ans. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le résultat d'années d'introspection personnelle, mais aussi de ce que j'ai pu observer parmi mes clients durant des consultations, durant des séminaires. Tout un tas de choses que j'ai pu analyser et que j'ai hâte de vous partager aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qui pousse à être attiré par quelqu'un? Parce que parmi vous, il y en a qui ont des idées. Qu'est-ce qui pousse à être attiré par quelqu'un? L'état d'esprit de la personne en face. Est-ce qu'il y a d'autres idées? L'alchimie. Pardon? La chimie, juste. Très bien. D'autres réponses? Le caractère? Bon. Il y a des réponses. Le physique. Très bien. Très bonne réponse. Qui parmi vous a déjà parlé à quelqu'un qui trouvait super attirant avant de lui parler et l'a trouvé beaucoup moins attirant quand il lui a parlé? Donc c'est pas le physique. Inversement, combien de personnes parmi vous ont trouvé quelqu'un pas très attirant et quand ils lui ont parlé, beaucoup plus attirant? Donc aujourd'hui, on va parler de cette force qui agit à chaque instant, l'attraction. Quand vous décidez d'aller dans un bar, vous posez à une table plus qu'une autre, la force d'attraction elle joue en vous. Quand vous allez demander votre chemin à quelqu'un, il y a quelque chose qui fait que vous allez parler plus à une personne plus qu'une autre. Sauf que ça se joue inconsciemment à l'intérieur de vous. Vous le vouliez ou non, il y a des choses à l'intérieur de vous qui vont agir et qui vont vous pousser à vous installer comme ici, plus à un endroit qu'un autre. La plupart d'entre nous, on n'a même pas conscience de cette force. Et la plupart d'entre nous, qui en ont conscience, ne savent pas comment diriger cette force. Pourtant, ça changerait tout, que ce soit vos relations amoureuses, que ce soit votre business, que ce soit vos amis. Si vous aviez le pouvoir de décider qui vous allez attirer dans votre entreprise, dans vos relations affectives, vous auriez beaucoup plus de choix. Moi, je vois énormément de personnes qui se mettent en couple avec la première personne qui leur dit oui. Ah ça y est, elle a répondu, c'est bon, je me mets en couple. Pareil pour un travail, pareil pour un tas de choses. Donc en vérité, la plupart du temps, on ne décide pas, on accepte ce qu'on nous propose. Si ces personnes avaient ce pouvoir-là, eh bien ça leur donnerait un autre pouvoir qui est celui du choix. J'ai, durant des années, dans mon histoire personnelle, aussi pu observer ces difficultés. Je ne me suis pas intéressé à ça par plaisir parce que je suis uniquement passionné, mais parce que moi-même, dans mon histoire personnelle, j'étais attiré que par des filles qui voulaient être sauvées. Donc je me disais, c'est pas possible. Pourquoi les 2, 3, 4 dernières filles avec qui je suis ont un tas de problèmes et ont besoin d'être sauvées? Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas un panneau sur la tête avec écrit « Sauve-moi ». Ça n'existe pas. Au début, c'est très bien, hein, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, je me dis putain, ces filles ont un tas de problèmes. Pourquoi? Je suis là pour les régler. Bon, ça tombe bien, mon deuxième prénom, c'est Sauveur, mais c'est aussi le prénom de mon père. Bon, ça, j'ai pas fait exprès. Et donc, au fur et à mesure, je vivais des relations avec des filles qui avaient besoin d'être sauvées. Des filles qui avaient des problèmes, des filles qui avaient un tas de problématiques. Et le paradoxe de tout ça, c'est que c'était les filles qui voulaient le moins être aidées. Donc, imaginez. Je voulais sauver des filles qui ne voulaient pas être sauvées. Génial, hein? Ça donne une super expérience épanouissante en termes relationnels. Donc, au bout d'un moment, je me suis interrogé moi-même. Déjà, je me suis dit pourquoi? Tiens,
y a quelque chose qui se passe en moi qui attire ces FIR-là. Et puis, quand j'ai commencé mon activité, il y avait toujours ce même type de questionnement chez les personnes que je rencontrais qui venaient à mes consultations en me disant « je vis des relations pas épanouissantes » ou « je vis voilà, des choses que je ne désire pas, en tout cas consciemment ». Et puis, toujours ces mêmes problématiques d'attraction, toujours les mêmes types ou des types que je ne désire pas. Donc, je me suis interrogé, j'ai lu des dizaines de livres, j'ai médité pendant 1 an, je voulais même être moine à un moment donné, je suis allé très loin. J'ai vraiment introspecté cette question. Et puis, au fur et à mesure d'aider les personnes, j'ai toujours eu les mêmes réponses qui sont venues. Donc, j'ai décidé de le partager à la plupart des personnes que je pouvais rencontrer pour les aider, mais aussi pour m'aider moi-même. Donc, je vais vous partager ce qui va vous permettre aujourd'hui, j'espère en sortant de cette conférence, de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous pour attirer les personnes que vous désirez. Je vais vous expliquer globalement quels sont les mécanismes inconscients, énergétiques, physiologiques, émotionnels, tout ce que vous voulez, qui créent l'attraction. Parce que ce sont les 2 choses que j'ai remarquées. Durant les 7 dernières années, j'ai eu la chance d'aider plus de 1200 personnes à travers mes séminaires et mes consultations d'origines différentes, de milieux sociaux différents, avec des problématiques différentes. Et il y a 2 choses que j'ai remarquées. La première, c'est que la plupart des gens ont un fort pouvoir d'attraction. Et la deuxième, c'est qu'ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils ont ce pouvoir d'attraction. Ils attirent à eux des relations qu'ils ne désirent pas consciemment. Donc, ils vivent dans des relations indésirées, en tout cas sur un plan conscient. Pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, il faut analyser un tas de choses. On va commencer par comprendre quel est le monde qui nous entoure. Alors, on va sortir un petit peu du cadre. Déjà, le monde qui nous entoure, le monde tout autour de nous, la table à côté de nous, la physique quantique, les sciences ont réussi à prouver que c'est pas solide. C'est-à-dire que là, la table juste ici que je touche, les neutrons qui composent les atomes, ils vibrent entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une illusion de solidité. Il y a quelque chose qui vibre. La fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, veut dire la matière est une forme condensée de l'énergie. Quand on regarde les traditions spirituelles, religieuses, on peut trouver par exemple dans les Upanishads, dans la philosophie indienne, à l'origine était le son. Et le Brahman, l'absolu, est le son. Dans la Bible, on trouve au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. C'est-à-dire qu'il est simple et logique de comprendre que tout ce qu'il y a autour de nous est vibrant, en mouvement, à chaque instant. Vous ne voyez pas autour de vous, mais vous perdez des poils, vous vieillissez, vous changez. Il y a tout un tas de choses qui se passent et qui vibrent à chaque instant. Donc on est fait de fréquences. D'ailleurs, les fréquences ont été analysées. Vos émotions sont des fréquences. Vous n'avez pas besoin de le savoir pour le comprendre. Si vous êtes en colère, vous n'allez pas passer la même journée que si vous êtes joyeux. Et les émotions, je ne dirais pas négatives, j'aime pas la dualité positive-négative, mais plus basses, la colère, la haine, la rancœur, tout ce que vous voulez, l'ennui, vont vibrer à des fréquences beaucoup plus basses que la joie, l'excitation, la passion, la compassion. Et naturellement, vous allez générer quelque chose autour de vous de différent. Qui parmi vous s'est déjà réveillé de mauvaise humeur et a passé une mauvaise journée? D'ailleurs, j'ai vraiment passé une super mauvaise journée, il m'est arrivé que des galères. Et inversement, je rayonne, je suis dans une énergie ultra favorable, je suis dans ma passion, je suis tombé amoureux et tout me sourit. Tiens, c'est magnifique, c'est un hasard de ouf. Non, c'est pas du tout un hasard. Donc la première chose à comprendre, c'est que l'univers et nous-mêmes sommes faits de vibrations. Donc comme une radio, nous attirons à nous certains auditeurs. Donc si on switch de radio, on va attirer d'autres auditeurs. Sauf que la plupart du temps, on n'a pas conscience qu'on a cette radio à l'intérieur de nous. On n'a même pas conscience qu'on vibre dans une certaine fréquence. Et ces fréquences-là sont faites de notre histoire, nos croyances, nos émotions, nos traumas, notre manière d'être socialement. Si on est introverti, extraverti, tout un tas de choses. Et je vais vous les exprimer. En premier lieu, on va avoir, donc dans ces polarités d'émotions, on peut imaginer qu'on pourrait diviser toutes les émotions par deux.
Toutes les émotions positives ou toutes les émotions négatives? Toutes les émotions positives, on pourrait dire que c'est de l'amour. Et toutes les émotions négatives, on pourrait dire que c'est la peur. La peur ou l'amour? C'est souvent un choix qu'on fait dans la vie d'ailleurs. La peur ou l'amour. Imaginons que dans cette salle, je vais grossir les traits, il n'y ait que 10 personnes qui adorent, mais qui adorent les chiens. Et qu'il y ait 10 autres personnes de l'autre côté qui ont ultra peur des chiens. Et tous les autres, s'en foutent des chiens en fait. S'il y avait une meute de chiens qui viendrait, qu'est-ce qui se passerait? Ils iraient vers les personnes qui ont peur des chiens, vers les personnes qui adorent les chiens. Parce que ça se ressent. Un animal va le ressentir. On va créer inconsciemment notre vie en fonction de nos désirs ou de nos peurs. Donc là, on peut comprendre que la première force d'attraction, elle va se créer aussi par rapport à nos émotions et ce qu'on va dégager vis-à-vis de ces fréquences-là. Sauf que c'est subtil. Personne ne se dit « Tiens, lui, je l'ai attiré parce que j'ai peur ou je désire ». Et il n'y a pas un panneau non plus. Pourtant, ça se ressent. Tout comme vous allez ressentir quelqu'un qui en manque, qui en besoin, ou quelqu'un qui ne l'est pas. D'ailleurs, il y a souvent ces phrases qui reviennent souvent. Qui se ressemble s'assemble, et les opposés s'attirent. Alors ça, on entend tout le temps. Qui se ressemble s'assemble, d'une certaine manière, oui. Et les opposés s'attirent d'une autre manière, oui. Et on va le découvrir ensemble. Je vais parler du couple parce que bon, c'est le plus intéressant. Le business, c'est intéressant, mais le couple, c'est là où tout se joue. Un couple, c'est une boîte. Et une perfection, vous n'imaginez pas. Même la pire de vos relations était parfaite à ce moment-là. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'ils me disent, connard? C'était pas du tout parfait. Tous à l'intérieur de nous, on a une énergie féminine, une énergie masculine. Quelqu'un qui est très masculin, je tiens droit, qui a une énergie très forte masculine, va attirer à lui naturellement quelqu'un qui a une énergie très forte féminine. Très sensuelle, très douce, très... L'énergie masculine, on va plutôt dire que c'est l'extérieur, l'action, l'extraversion, le monde. L'énergie féminine, on va plutôt dire que c'est l'introversion, les émotions, la lune. Et chaque homme peut avoir une énergie féminine plus forte que masculine. Ou chaque femme plutôt masculine. Aucun rapport. Simplement, ça fait une boîte. Si je suis beaucoup plus masculin que féminin, je vais attirer quelqu'un qui est beaucoup plus féminin que masculin. Si je suis totalement équilibré, je vais avoir un équilibre là-dedans. Un parfait équilibre. La plupart des hommes n'ont pas conscience de ça. Je vais dire les hommes plutôt qu'énergie féminine ou masculine parce que c'est plus simple. Par exemple, si une femme vous dit qu'il y a une forte énergie féminine, elle vous dit « Ça fait combien de temps que tu n'as pas été au resto ?» Et que le mec il répond « Ouais, c'est vrai, ça fait 2 mois que je n'ai pas été au resto. » Elle a rien compris. L'énergie féminine, elle va parler indirectement. Ce qu'elle veut, c'est « Emmène-moi au resto ». Ce qu'elle veut communiquer, c'est « Devine mes émotions, devine mon besoin ». Inversement, si une femme propose un rendez-vous à un homme et que l'homme dit juste non, une forte énergie féminine va se dire « Pourquoi il dit non? Est-ce qu'il préfère une autre femme? Est-ce qu'il me trompe? Est-ce que... Non, mais alors ça doit être ça, c'est parce que j'ai pas mis bon mascara, ça doit être... » Réfléchir. Un homme communique directement, une femme communique indirectement. Ce sont 2 énergies totalement différentes. Et d'ailleurs, symboliquement, bon, ça évolue, et de plus en plus ça évolue, puisque l'évolution de la conscience humaine, ça semble, mais on va dire il n'y a pas si longtemps. Symboliquement, l'énergie masculine, c'est l'extérieur. Donc, je m'occupe de ramener l'argent, je m'occupe de l'extérieur, des biens extérieurs. Et la femme, inconsciemment, je m'occupe de l'intérieur, mais pas que de l'intérieur, je fais le ménage, excusez-moi des clichés, mais aussi de l'intérieur émotionnel. Je m'occupe de l'intérieur émotionnel du couple. Donc, il y a une perfection là aussi là-dedans. Donc, si je suis quelqu'un qui va avoir une tendance forte masculine, je vais attirer quelqu'un qui a une forte tendance féminine. C'est une perfection là-dedans. On va trouver un tas de choses. Bien évidemment, le rapport à notre histoire. Suivant comment vous avez vécu une relation à vos parents, vous allez attirer des personnes différentes.
suivant comment où vous avez vécu, dans quels milieux sociaux, qu'est-ce que vous avez enregistré comme croyances, vous allez attirer des personnes différentes. Les croyances, on en a tous. J'en petit rappel pour ceux qui n'ont peut-être pas l'information. Les croyances, ce sont des choses dans lesquelles on n'imagine pas que ce sont des croyances, mais des vérités. Je suis sûr de quelque chose. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Et parce que ma tante l'a vécu. Et parce qu'à la télé, c'est comme ça. Le cerveau va enregistrer des choses en fonction des événements et on va se l'auto-valider. Là, si je vous demande, allez, on va jouer un jeu. Regardez autour de vous tout ce qu'il y a de bleu. Allez-y. Tout ce qu'il y a de bleu. Dites-moi ce que vous avez vu de rouge. C'est dur. C'est beaucoup plus dur, même si vous avez repéré quelque chose. C'est beaucoup plus dur parce que vous êtes focalisé sur quelque chose. Votre inconscient fait exactement la même chose. Vous allez vous focaliser sur ce que vous avez déjà vécu. Et du coup, vos croyances vont influencer ce que vous allez attirer. On va sortir des croyances communes. Les hommes trompent les femmes. Les femmes aiment l'argent, sont intéressées. C'est vrai, ça peut être vrai. L'inverse peut être vrai. Il existe des personnes où l'opposé existe. Alors, souvent, quand les gens ont la croyance de « oui, c'est vrai, ça existe », comme si c'était un sur terre. Les croyances vont foncièrement influencer ce que vous allez attirer à vous-même. Votre cerveau va toujours vouloir valider ce que vous pensez. Donc, les croyances, là aussi, vont jouer un rôle capital. Mais le rôle le plus important, je vais vous le dévoiler là, c'est l'attachement. La manière dont vous vous attachez aux autres est la manière dont vous êtes attaché à votre maman. On va dire, je vais faire un petit cours de psychologie, de 0 à 4 ans, papa n'existe pas trop. Excusez-moi messieurs s'il y a des papas, mais bon, papa est intéressant, mais beaucoup moins pour un enfant que maman. Donc il y a maman et maman bis. À partir de 4 ans, le père va commencer à beaucoup plus avoir d'importance, mais de 0 à 4 ans, c'est la mère. La manière dont vous allez vous attacher à votre mère va conditionner la manière dont vous allez vous attacher aux autres. Vous avez une mère absente, ou une mère envahissante, ou une mère dépressive, ou toute autre chose, ne va pas donner les mêmes relations, bien évidemment. Le premier contact qu'on a sur Terre, c'est avec notre maman. Donc le premier lien, les premières associations se font avec elle. Suivant comment elle va répondre à vos besoins, vont créer des choses totalement différentes. Par exemple, un enfant qui a besoin d'un câlin et qui pleure et que la mère ne comprend pas, elle lui donne de la nourriture, ça va créer un boulimique. J'ai besoin d'affection, je mange. Un enfant qui est séparé très tôt de sa maman peut arrêter de s'alimenter. Donc, la relation à la mère est extrêmement importante dans l'attachement. Et je vais vous expliquer aujourd'hui les différents types d'attachement. On va voir en premier, je vais vous dire, on est tous, je vous rassure, moi y compris, je ne suis pas Jésus Bouddha, je ne sais pas parce que je suis ici, hein, moi aussi, j'ai des problématiques que j'ai dû régler. Le premier type, c'est anxieux dépendant. Alors dans notre société, on dit dépendant affectif. Dépendant affectif. C'est très, très connu, très dépendant affectif. Anxieux dépendant. Donc anxieux dépendant, c'est vraiment je fais un pas en avant. C'est vraiment ce mouvement. Je fais un pas en avant. Je vais parler, je vais chercher à avoir l'attention. Je vais être quelqu'un qui ne va rarement être en retard, qui va avoir peut-être même un peu peur quand l'autre va partir. C'est-à-dire que tu arrives à quelle heure? Et puis quand l'autre est là, à la fin, tu pars dans combien de temps déjà? Dans 15 minutes? J'ai peur quand l'autre arrive et j'ai peur quand l'autre va partir. Donc on va avoir un espèce de contact avec ces personnes qui est toujours je vais en avant. Je vais chercher quelqu'un qui, quelque part, ne va pas me coller. Même si ces personnes-là, consciemment, vont vous dire je veux quelqu'un qui soit présent, qui exprime ses émotions, qui soit tout le temps là. Vous dites mais tu as déjà vu que... Non. Moi, j'ai que des mecs pas émotionnels, qui n'expriment pas leurs sentiments, qui travaillent loin. Je caricature, mais c'est souvent ça. Parce que là aussi, il y a une mémoire que je vais vous expliquer et qui fait qu'il y a une attraction naturelle avec des personnes plutôt fuyantes. Donc, le premier type, c'est anxieux dépendant, et c'est vraiment, je fais ce mouvement-là. Mais pourquoi je fais ce mouvement-là? Parce que dans la relation à la mère, en général, la mère a fait un mouvement comme ça. La mère a reculé, pour un tas de raisons. On n'est pas là pour juger vos mamans.
chacun fait de son mieux, tous les parents font de leur mieux. Mais il y a eu un mouvement en arrière. Alors peut-être une mère dépressive, une mère malade, une mère qui ne savait pas être maternelle, peu importe. Il y a de l'amour dans tous les cas, mais il y a eu ce mouvement-là. Donc l'enfant a fait ce pas en avant pour garder l'affection avec la mère. Et du coup, il a gardé ce mouvement. Et du coup, il va être attiré par des personnes qui font ce pas en arrière, mais de manière pleinement inconsciente. Ensuite, on va avoir un autre type, c'est l'anxieux évitant. L'anxieux évitant, c'est l'inverse. Je fais un pas en arrière. Et ces personnes-là ont du mal à s'engager. Ces personnes-là ont du mal à avoir le même travail, à rester sur le même lieu, à dévoiler leurs émotions. Alors, on va reconnaître beaucoup d'hommes dans la société, c'est plutôt masculin et dépendant plutôt féminin, bien que les deux existent. Mais du coup, on va avoir là aussi un couple parfait. J'avance, je recule. J'avance, je recule. En perfection. L'évitant, ça lui plaît quelque part que quelqu'un le poursuive. Parce que même s'il dit je ne veux pas m'engager, au fond, ça lui plaît. Jusqu'à un certain point. Souvent, on quitte les personnes pour les mêmes raisons qu'on les a aimées. Vous allez voir que bien souvent, les gens vont se plaindre de quelque chose, des défauts de l'autre, mais en vérité, c'est ce qu'ils ont aimé aussi au début. Sauf que ça a été trop extrême. Quelqu'un qui est trop envahissant, donc on va dire dépendant, l'évitant, il va dire c'est trop pour moi, là, je pars. Inversement. Ah là, il ne communique pas assez d'émotions, là, j'en peux plus. Donc il va y avoir ce mouvement qui est une perfection, qui est une boîte. On pourrait dire quelqu'un qui, par exemple, est à 70% extraverti. Alors on va dire même à 90%. Qui parle tout le temps, qui est tout le temps extraverti, tout le temps dehors, tout le temps. Qu'est-ce qui va attirer? Quelqu'un qui est à 90% introverti, qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas beaucoup. Et ça fait une perfection. Tout ce que j'exprime, toi, tu ne l'exprimes pas. Quel va être le défaut que cette personne va dire? Mais toi, tu parles jamais, tu... Ah, mais toi, tu parles trop. J'avais rencontré un couple dans des consultations magnifiques où la femme reprochait à son mari de ne pas assez exprimer ses émotions, de ne pas assez parler. Cette femme-là parlait tout le temps et en plus, elle était chanteuse. C'était magnifique. Elle remplaçait toutes les cases, c'était bon. Et donc, bien évidemment, elle ne se rendait pas compte qu'elle comblait le vide, son vide intérieur, qu'elle ne supportait pas par le fait de parler, et que lui, il avait l'habitude de ne pas prendre d'espace, et du coup, la laisser s'exprimer. Du coup, ça crée une perfection, là encore. J'exprime beaucoup de choses, l'autre m'exprime moins. Donc, la première chose à comprendre, c'est que on va tous attirer un certain type jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. On va voir cette espèce de perfection, donc, dans l'attachement, dans nos croyances, dans nos émotions. Dans l'attachement, il y a deux autres types que je vais quand même vous parler qui sont moins fréquents. Donc on a eu l'anxieux dépendant et l'anxieux évitant, qui sont les plus communs dans notre société. On va voir ensuite l'anxieux schizoïde. Donc schizoïde, c'est quelqu'un qui a une véritable coupure avec sa mère, toujours en lien avec l'attachement avec la mère. C'est-à-dire que peut avoir une mère qui est décédée, une mère qui l'a abandonnée, tout un tas de choses. Et là, il y a une véritable coupure, ce qui fait que la personne, en général, a beaucoup de mal à aller dans des relations. En général, ils ne viennent pas en consultation, ils ne veulent pas se faire aider. Voilà, on pourrait dire que c'est les gardiens de phare, leur métier. Ils sont vraiment en dehors du monde. Ces personnes-là vont pouvoir attirer des gens qui sont très dépendants affectifs. Quelqu'un qui est évitant à 90% va attirer quelqu'un qui est dépendant à 90%. Il y a plusieurs types d'évitement. Quelqu'un qui est extrêmement évitant, je ne m'engage pas, je viens toujours en retard, parce que je ne vous ai pas dit aussi, mais un évitant vient toujours en retard, en général, inconsciemment d'ailleurs, parce que l'évitement, c'est je ne veux pas m'engager et je ne veux pas avoir un contact dans lequel je vais montrer mes émotions. Donc quelqu'un d'évitant va être en retard. Quelqu'un d'extrêmement évitant va être tout le temps en retard, ne va pas exprimer ses émotions, ne va pas s'engager du tout. Quelqu'un qui serait peut-être un peu moins évitant, mais juste évitant, pourrait s'engager, juste parler un peu moins de ses émotions. Quelqu'un qui est très dépendant va envoyer un message tout le temps, quelqu'un qui l'est peut-être un peu moins, juste un message. Donc là aussi, c'est une question de dosage et de pourcentage, et on va toujours attirer en face de soi quelqu'un qui va correspondre à cette mesure-là. Donc l'anxieux schizoïde, il va attirer des gens très dépendants. Et il y a un dernier type
qui est l'anxieux désorganisé. Alors celui-ci va passer par tous les autres types. Ce sont des personnes qui ont vécu des violences physiques ou sexuelles dans leur histoire et qui en général ont le sentiment que leur mère ne les a pas protégés. Donc le sentiment profond, c'est « je suis en insécurité avec ma mère ». Donc, à l'intérieur de ça, je vais passer par tous les types, évitant, dépendant, vraiment tous les types. Et là, suivant par quoi je passe, je vais attirer aussi des types différents, mais souvent, je vais avoir ce besoin de sécurité, donc je vais attirer des hommes, même physiquement baraqués, qui représentent quelque chose de sécurisant pour moi. Parce que mon anxiété vient du fait que ma mère ne m'a pas sécurisé. Donc on peut comprendre que votre attachement, la manière dont vous êtes attaché de votre mère, vous a conditionné, sans que vous le sachiez, déjà un certain type dans votre attachement au monde avec vos relations affectives. Ensuite, il n'y a pas que ça, il y a l'estime de soi. L'estime de soi en psychologie, là on va s'attaquer au père. L'estime de soi en psychologie, c'est le papa. La manière dont mon père m'a regardé, la manière dont mon père m'a donné de l'attention, la manière dont mon père m'a considéré, la manière dont mon père m'a donné des limites, me donne une bonne, une mauvaise estime de moi. Si j'ai eu un père qui était très castrateur, qui me donnait plein de limites, ça ne donne pas la même chose que si j'ai eu un père qui me laissait tout faire. Et je ne vais pas avoir le même rapport aux autres. Je ne vais pas être attiré de la même manière. Si j'ai confiance en moi à 10%, je vais attirer quelqu'un qui a trop confiance en lui à 90%, qui prend beaucoup d'espace, qui est aussi pas moins pathologique que moi, hein, mais dans sa manière, il va avoir justement lui aussi la confiance que je n'exprime pas. Donc, dans l'estime de soi, on va avoir plusieurs types. On va avoir les types hypo et hyper. C'est un peu compliqué. Hypo, on va plutôt partir du principe que hypo, c'est j'ai moins confiance que le reste du monde. Ma confiance, j'ai l'impression que moi, je vaux peut-être un peu moins que le reste du monde. Et hyper, c'est non, je vaux quand même plus que les autres. Je sais que voilà. Les deux seront dysfonctionnels. De toute façon, dans l'attachement ou dans l'estime de soi, il n'y a aucun type qui n'est pas dysfonctionnel. C'est pas un gros mot. Hein. C'est juste que sans travailler sur soi, ça ne peut pas être autre chose que dysfonctionnel. Ça cache une blessure. Ni l'un ni l'autre n'a confiance en lui. J'aurais même tendance à dire que les hypos qui disent j'ai l'impression d'avoir moins confiance, en vérité ont un peu plus confiance que les autres qui disent j'ai plus confiance, mais qui en vérité sentent une blessure narcissique. Donc oui, il y a plusieurs types. On va voir les hypos. Et les premiers hypos, il y en a deux. C'est insécure hésitant. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc insécure hésitant, c'est très simple. C'est quelqu'un qui est dans un restaurant italien qui va dire bon, qu'est-ce que je vais prendre? Des pâtes? Non, je vais peut-être prendre la pizza. Non, je ne vais pas prendre la pizza, je vais prendre une salade. Et puis quand le serveur va arriver, ils vont dire qu'est-ce que tu as pris toi? Ben, je vais prendre pareil. Hésitant, c'est ça. Je suis en insécurité, j'hésite sur tout. J'hésite sur mes choix, j'hésite sur ce que j'ai fait auparavant, j'hésite sur même mon histoire. Je ne sais pas véritablement ce qui s'est passé, ce que mes parents s'étaient. Ils ont une hésitation permanente et un besoin d'être sécurisés très souvent. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont attirer, ces personnes-là, naturellement? Des gens trop sûrs d'eux. Je suis sûr de moi, je choisis un plat, pas un autre, j'ai des opinions très arrêtées. Ce sont des personnes qui vont exprimer beaucoup plus de sûreté que eux osent exprimer. Donc ça va faire une perfection encore. J'hésite à 90%, je vais avoir quelqu'un en face de moi de trop sûr à 90%. Et là encore, il y a une forme de perfection dans l'attraction. Je vous parle de tous les types qui s'attirent naturellement, pour que vous compreniez, parce qu'après je vais vous parler de comment changer ça, bien évidemment. Mais il y a besoin d'un peu d'introspection. Donc on va avoir ce premier type, hypo, insécure, hésitant. Et le deuxième type, dans les hypos, il va y avoir hypo insécure, effacé. Donc effacé, vous allez les remarquer parce qu'on ne les remarque pas. Dans un groupe, ils vont moins parler que les autres. Dans un groupe, ils vont moins décider que les autres, ils vont être effacés. Et vous avez tous quelqu'un dans votre esprit, dans votre famille, dans vos amis. Et donc, ils ne prennent pas beaucoup de place. Donc qui ils vont attirer? Quelqu'un qui prend toute la place, moi je suis là. Parce que ça va combler encore une fois cette boîte. Je suis hypo-effacé à 10%, j'attire à quelqu'un, moi, qui prend trop d'espace. Je suis hypo-effacé à 20%, j'attire quelqu'un qui prend trop d'espace, mais à 80%. Encore une fois, une perfection. Mais on ne s'en rend pas compte, on n'a pas conscience de ça. Quelle pourrait être la problématique d'un couple comme ça?
Ah, tu me laisses pas m'exprimer, tu me laisses pas parler, tu me laisses pas... Mais tu es un peu effacé déjà. Et puis toi, tu t'exprimes pas assez. Il pourrait y avoir ce type de problématique dans ce genre de couple. Donc, ça va attirer un type naturellement narcissique. Donc, les deux types, c'est insécure hésitant et insécure effacé. Insécure hésitant, c'est j'ai vraiment un doute sur mon histoire, et insécure effacé, c'est j'ai eu un père qui a pris trop d'espace. Un père trop autoritaire, un père peut-être drôle, violent, ce qu'on veut. Un père qui a pris trop d'espace et qui ne m'a pas laissé d'espace. Et donc ma manière de pouvoir prendre ma position, c'était d'en prendre pas beaucoup. Et donc naturellement, j'ai gardé cette habitude de ne pas prendre beaucoup de place. Ensuite, on va voir les types narcissiques hyper. C'est pas encore une fois un gros mot. On parle souvent de pervers narcissique, etc. Bon, un tas de choses. On va voir le premier type narcissique. Donc narcissique de souhait. Narcissique de souhait, c'est donc j'ai plus confiance que les autres, j'ai l'impression en tout cas. Et dans mon esprit, je vais surtout toujours faire des souhaits. Dans 2 ans, mon projet, c'est sûr, ça réussit. C'est sûr, la musique là, c'est sûr à 100%. 2 ans après, non mais j'ai changé de projet, j'ai changé de carrière, c'est ça. Je vais toujours être dans le souhait, jamais dans le réel. Parce que être dans le réel, ça serait me confronter à la critique. Et j'ai extrêmement peur de la critique. Donc je vais toujours être dans le fantasme, le virtuel, le souhait de la réussite. Et ces personnes-là, en général, ont eu un père qui avait un poste super important. Ou qui avait une ampleur énorme. Et du coup, le seul moyen d'avoir l'attention de leur papa, c'était d'être encore plus fort qu'eux. Donc mon papa est Superman, moi je suis 2 fois Superman. C'est pas possible. Mais je serai. Donc c'est une manière d'avoir l'attention. Ils vont jamais au bout des choses. Et ils vont faire rêver. Ils vont toujours faire rêver. Et donc ils vont attirer à eux potentiellement des gens peut-être un peu naïfs. On va voir ensuite un deuxième type. Dans les narcissiques, on va voir narcissique flamboyant. Donc narcissique flamboyant, c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup d'espace, qui ne va pas forcément parler, mais qui aime qu'on le regarde, qui aime s'habiller différemment, qui aime parler différemment ou pas, qui aime, dans sa manière d'être, à ce qu'il y ait l'attention sur lui. Donc je vais être original, je vais me mettre d'une certaine manière à ce que l'attention vienne sur moi. En général, ce sont des enfants qui n'ont pas eu l'attention de leur père. Et du coup, ils ont essayé, par leur manière d'être, d'acquérir leur attention. Donc il y a vraiment cette image de « je ne bouge pas, mais je veux que la lumière soit sur moi, donc je vais tout faire, physiquement, mentalement, pour que les autres soient attirés vers moi. » Donc je vais prendre de l'espace, et j'ai besoin qu'on m'admire. J'ai besoin de la lumière, donc qui je vais attirer? Un hippo effacé. Quelqu'un qui ne veut pas la lumière, quelqu'un qui ne veut pas prendre d'espace. Et donc il y a une perfection encore là-dedans. Encore une perfection. Et on va voir le dernier type, qui est pervers narcissique. Alors là, pervers narcissique, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du viscéral. J'ai eu un des besoins profonds avec mon père qui n'a pas été répondu. J'en ai souffert et je veux faire vivre à l'autre la même souffrance que ce que j'ai vécu. Comme si c'était inconsciemment aussi pour m'en délester, bien souvent. Donc, je vais être vraiment dans quelque chose de très primaire, très profond, très autoritaire, très agressif. Dans un groupe de gens, on peut voir. Quelqu'un qui va être narcissique, qui va plutôt être agressif dans sa manière d'être, etc. Et donc là aussi, je vais pouvoir attirer peut-être quelqu'un d'hésitant. Puisque je suis toujours sûr, je suis sur la défensive, je suis sur l'attaque. Donc quelqu'un qui hésite, inconsciemment, il y a une partie de ces personnes qui vont être rassurées. Puisque l'hésitante, elle voit quelqu'un qui quand même est sûr de lui tout le temps. Donc quelque part, ça la rassure, même s'il dit que des conneries. Ça la rassure quand même. Donc il y a un lien. Et l'autre a besoin de quelqu'un d'effacé, sinon il ne peut pas s'exprimer. Si elle est quelqu'un qui était pervers narcissique, il y aurait la 15e guerre mondiale. Donc c'est pas possible. Donc il y a encore une fois une perfection là-dedans. Donc vous pouvez comprendre déjà ici que votre histoire, vos émotions, vos pensées, vos croyances, la manière dont vous allez vous exprimer va générer des fréquences subtiles que vous ne percevez pas, mais qui influencent les personnes que vous allez attirer autour de vous. Ces fréquences-là sont influencées par votre vécu, mais aussi parce que comment vous allez vous comporter socialement. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il y a 2 manières de changer ça. Là, je vous expliquais un petit peu la maladie.
Là, je vais vous expliquer le remède. Et le remède, c'est deux manières. Soit je travaille sur moi, pervers narcissique, hypo, ce que je veux, je travaille mon estime de moi, je travaille mon attachement, et naturellement, je vais attirer un autre type. Soit je change mes interactions sociales. Mes interactions sociales, si je les change, vont me demander de toute manière de travailler sur moi. Si je suis timide et que je me mets à aller vers les autres, je vais devoir travailler sur moi. Donc dans les deux cas, vous devez travailler sur vous. Désolé. Mais il va falloir un petit peu, si vous voulez changer votre attraction et votre pouvoir d'attraction. Dans la psychologie de l'évolution, on part du principe que donc, le cerveau, qui est un organe, comme tous les autres, a dû évoluer. Il y a 1000 ans, il n'y avait pas autant de gens sur Terre que maintenant. Il y a encore beaucoup plus avant, il y avait peut-être 15 personnes dans un village, et donc pour trouver une femme, on n'avait pas trop le choix. Et elles non plus. Donc les interactions sociales n'étaient pas les mêmes. Notre cerveau a dû s'adapter à ça. Il a dû s'adapter à ces interactions sociales. Mais il y a deux besoins fondamentaux qui sont toujours restés. Le besoin de survivre et le besoin de se reproduire. D'une manière simple, le besoin de survivre est plutôt féminin. Tout le monde a les deux. Le besoin de survie est plutôt féminin. Pourquoi? Parce que inconsciemment, si je veux garder l'enfant, il faut que je survive. Et le besoin de reproduction est plutôt masculin. Donc on va avoir une énergie féminine ou des femmes qui vont avoir besoin de survie plus fort que les hommes. Ces deux besoins sont en constante pression derrière deux intérêts. Le besoin de me protéger des autres et le besoin de m'aligner avec les autres. Et très souvent, on est entre ces deux intérêts-là. Et quand ils sont parfaitement équilibrés, on a ce qui s'appelle l'homéostasie, donc qui est l'équilibre parfait et l'évolution. Une femme a beaucoup plus besoin de survie, de se protéger. Vous savez pourquoi les femmes vont en groupe aux toilettes? Parce qu'elles ont besoin de se protéger. Une femme, avant de parler à un homme, elle va se dire, est-ce qu'il est sûr? Un homme ne se dit jamais ça d'une femme. Il n'a pas peur. Une femme va d'abord se poser la question, consciemment ou inconsciemment, est-ce que je peux lui parler? Est-ce que quand il parle, c'est quelqu'un de sûr? Donc il y a ce besoin de sécurité qui est d'abord féminin. Alors que l'homme va être beaucoup plus basé sur des choses de l'ordre justement de la reproduction et qui vont donner, par exemple, une bonne santé exprimée par le physique, mais pas forcément, c'est pas forcément être belle, c'est juste exprimer quelque chose qui va permettre la reproduction. Et ça, c'est totalement inconscient. Suivant vos interactions sociales, vous allez pouvoir changer ça. Quelqu'un qui est dans la demande, homme ou femme, est beaucoup moins attirant que quelqu'un qui ne l'est pas. Combien d'entre vous ont déjà vu un vendeur d'un magasin devant son magasin, comme ça? Et a-t-on envie de rentrer dans son magasin? Qu'est-ce que dégage cette personne? Je n'ai pas de clients, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Voilà. Ou quand vous entrez dans un magasin, alors, qu'est-ce que vous voulez prendre? Quelqu'un qui est détendu, qui a des clients. Je ne fais pas ça. Et c'est pour ça que vous allez dire, truc de fou, je cherchais plus de mec, et là, comme par hasard, j'ai trouvé quelqu'un. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous ne dégagez plus « je suis en demande, j'ai besoin ». Pareil pour les hommes. Ah ben à ce moment-là, voilà, pile au moment où j'ai décidé que j'allais plus avoir de copine, boum, j'ai trouvé quelqu'un. Incroyable. Oui, mais parce que ce que vous vibrez, c'est « je ne suis plus en demande ». Donc c'est beaucoup plus attirant pour quelqu'un. Imaginez un marchand d'oranges qui crie, où il n'y a personne qui fait la queue, et imaginez un autre marchand d'oranges qui ne parle pas. Et tout le monde fait la queue et vous ne voyez même pas ce qu'ils vendent. Même si vous ne savez pas ce qu'ils vendent, vous allez y aller. Vous allez faire la queue. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi les gens font la queue? Donc déjà, cette histoire de demande va créer de l'attraction. La deuxième chose, c'est, suivant vos interactions et comment vous allez vous exprimer, ça va changer énormément de choses. Si je me mets à parler beaucoup plus vite, ça va changer le rythme. Ou si je me mets à parler un peu plus lentement, ça va aussi changer le rythme. Suivant comment vous êtes, vous allez influencer le cadre de l'autre. Et donc naturellement, ce qu'on appelle les nice guys, les garçons gentils, ne trouvent pas de copine. 2021, les gentils garçons, c'est difficile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font?
Salut, je m'appelle Ulysse, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y a 150 mecs avant vous qui ont demandé ça. Pourquoi elle vous donnerait une information personnelle sur elle alors qu'elle n'est même pas attirée vers vous? Une femme ne va pas avoir ce premier besoin-là. Si vous êtes dans un rapport cordial, simplement gentil, agréable, dans un premier temps, ça ne va pas créer de l'attraction. Je ne dis pas que c'est mal, je dis que ça ne va pas créer de l'attraction. Si vous êtes dans un challenge, si vous avez une vie remplie, si vous exprimez « je suis passionné dans ma vie », tout me va, vous allez être beaucoup plus attirant pour la plupart des gens, homme ou femme. Un homme qui voit une femme indépendante, qui n'a pas besoin de l'approbation des autres, va être beaucoup plus attirante. Un homme aussi. Un homme qui n'est pas en recherche, qui vit sa vie à fond et qui ne dégage pas d'intérêt. L'intérêt. Quand vous donnez de l'intérêt, c'est ce que font comme erreur la plupart des gens, et c'est pareil dans un business. C'est pour ça que c'est important de le comprendre. Il y a des indicateurs d'intérêt, c'est comme au poker. Si vous vous mettez à parler, au poker, vous devez attendre que votre adversaire il mise la même somme pour relancer. Il faut que la plupart des hommes ou des femmes, quand ils draguent ou quand ils sont dans de l'attraction, ou même au business, au téléphone, quand ils font de la prospection, ils balancent plein d'informations. Attends qu'il te réponde, attends qu'il relance. Il y a besoin de cet équilibre. Vous l'avez tous fait. Quelqu'un qui ne vous répond pas par message, vous attendez un peu. Il y a cet équilibre qui est nécessaire pour générer de l'attraction naturellement et attirer à vous des personnes différentes. Donc, vos interactions sociales vont fondamentalement bouleverser votre histoire, votre vécu, et vous pouvez à tout moment avoir qui vous voulez, en ami ou en couple, si vous changez ça. Le besoin fondamental d'une femme, c'est vraiment de se dire, si vous êtes comme les autres, si vous n'êtes pas différent, si vous n'êtes pas un petit peu challengeant, si vous n'incarnez pas la sécurité, et je ne vais pas dire la sécurité au niveau financier, une femme s'en fout, parce qu'il y a des femmes qui s'y intéressent, mais les hommes aussi peuvent s'y intéresser. C'est surtout la sécurité au niveau profond. Vais-je pouvoir établir ma famille avec lui? D'ailleurs, on observe un phénomène qui est exclusivement féminin, quand une femme a beaucoup plus de risques à s'engager sexuellement qu'un homme. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, s'il se barre, je vais devoir porter l'enfant. Alors ça, bien évidemment, vous n'y pensez pas. Personne n'y pense, personne ne se dit « je vais avoir un enfant ou autre ». Mais ça reste. Du coup, souvent il y a une limite. Les femmes vont d'abord avoir besoin de sécurité avec l'homme pour pouvoir s'engager émotionnellement et sexuellement. Le monde émotionnel des femmes est beaucoup plus fort que les hommes. Le monde des hommes est beaucoup plus logique. Une femme va avoir une intuition sociale beaucoup plus développée que nous, messieurs. Elle va regarder ce que vous dites, elle va voir ce que vous faites. Et elle va analyser les deux. Et elle va savoir si vous êtes en corrélation avec ce que vous dites et ce que vous faites. Et elle va voir derrière s'il y a de la sécurité. Alors qu'un homme, dans un premier temps, ça va être physique, bien évidemment. Parce que, encore une fois, cette notion de reproduction. Mais il n'y a pas que cette notion-là. C'est pour ça que si vous êtes une femme et que vous voulez attirer quelqu'un d'autre, il va falloir rayonner. Montrer que vous n'avez pas besoin de son approbation. Montrer que vous rayonnez, montrer que vous avez une vie remplie. Beaucoup plus attirant chez un homme ou chez une femme d'avoir une vie où l'autre n'est pas nécessaire. Et là, on va tomber dans deux choses qui sont extrêmement importantes à comprendre, mais qui sont subtiles. Le besoin et le désir. Quelqu'un qui est dépendant affectif, ils font toujours des caricatures parce que personne n'est vraiment comme ça, encore une fois. Il est dans le besoin. Je suis seul. Tous les jours, il pense, je suis seul. Je suis célibataire. Ma mère attend que je me marie. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, je suis seul, je suis seul. Il faut que je trouve un mec, il faut que je trouve une femme. Je suis seul. Qu'est-ce que je vibre? Le manque. Je manque de quelqu'un. Je manque. Donc, qu'est-ce que je vais attirer? Au mieux, un homme ou une femme qui va me faire ressentir du manque, qui ne sera pas émotionnel, qui ne s'engagera pas. Je vais rester dans mon manque. Je vais être le même vendeur. Vous voulez rentrer dans la boutique? Je vais être le même vendeur. Je vais générer du manque. Si je suis dans le désir, je suis dans j'ai envie de partager quelque chose avec l'autre. Ce n'est pas nécessaire à ma survie.
mais j'ai envie de partager une expérience avec l'autre, tout simplement par plaisir. Tout simplement par plaisir. Quand vous étiez enfant, quand vous allez jouer au parc, vous ne rentriez pas en vous disant « faut absolument que j'aille jouer au parc parce que sinon ma journée est fichue ». Vous dites « j'ai envie d'aller jouer au parc, j'ai envie d'une glace, j'ai envie de… » Spontané. Combien d'entre vous, ça leur est arrivé de voir une boutique, un vêtement, penser à quelqu'un, et puis une heure après, il vous a appelé. Oh, incroyable, je pensais à toi, et puis tu m'appelles. Hasard? Désir sans attente. Je désire sans aucune pression. Plus je mets de pression, il me faut de l'argent. Je n'ai pas d'argent, il me faut de l'argent, il faut que je sois en couple. Je repousse l'événement, parce que j'exprime du manque. Plus je suis dans le désir sans attente, en pleine confiance, en plein plaisir, plus je vais attirer facilement. Donc si vous voulez exploser votre pouvoir d'attraction, ce que vous devez générer aux autres, c'est « je suis en plein kiff dans ma vie ». Ma vie rayonne. Et vous concentrez sur vos passions, vous concentrez sur vos activités qui vous ressourcent. Vous vous concentrez sur vous. Si vous vous concentrez sur l'autre, ça n'arrivera pas. Donc, concentrez-vous sur vous-même et naturellement, vous allez rayonner. Alors, les personnes qui sont célibataires peut-être ici, si vous espérez que c'est juste la loi d'attraction et puis je fais ça et puis tout le monde vient vers moi, non. Si vous ne sortez pas de chez vous, si vous n'avez pas parlé aux gens, ça ne marchera pas. Il faut sortir chez soi, il faut parler aux autres, il faut bien évidemment avoir des actions. Mais il y a quand même un jeu inconscient qui se produit. Donc on peut exprimer et comprendre que c'est une grande pièce de théâtre. Et moi, pendant des années, dans mon histoire personnelle, je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc j'ai attiré à moi des personnes qui avaient des problématiques plus ou moins similaires, plus ou moins évoluées, en fonction aussi de mon évolution, et en fait que je désirais inconsciemment. Donc tant qu'on n'est pas conscient, on ne peut pas se sentir responsable. Je dis ça pour les personnes qui ont vécu des choses dramatiques. S'il y en a dans cette salle, ne vous dites pas « donc c'est moi ». Non, tant qu'on n'en a pas conscience, on n'en est pas responsable. Une fois qu'on a conscience, on peut travailler sur ça. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « nous ne sommes pas responsables de ce que nous avons vécu, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons de ce que nous avons vécu ». Quand on en est conscient, on peut changer les choses. Et donc, dans mon histoire, tout simplement, au bout d'un moment, donc, quand j'étais toujours dans cette recherche, pourquoi j'attire des filles dépressives, pourquoi elles ont des problèmes, pourquoi je dois les sauver. Un jour, j'étais en boîte de nuit. J'étais posé. Et je voyais un groupe de filles. Il y avait une seule fille qui dansait pas. Devinez, j'étais attiré par elle. C'était pas la plus belle. Elle n'a même pas parlé. Des fois, on est attiré par quelqu'un, même pas à son intonation. Ça peut nous attirer. Juste une chose. Mais parce qu'inconsciemment, elle dégageait « je suis la plus dépressive, je ne m'amuse pas ». Et j'ai eu une mère dépressive, une mère qui ne s'amusait pas. Une mère qui avait besoin d'être sauvée. Et donc, inconsciemment, j'ai voulu sauver toutes les autres femmes comme j'aurais voulu sauver ma mère, parce qu'à travers ça, c'était « enfin, une fois que tu seras sauvée, tu m'aimeras ». Sauf que ça n'arrivera jamais. Tout comme les personnes qui sont dépendantes affectives et qui ont eu un père absent sont attirées par des hommes absents. Parce qu'inconsciemment, l'amour qu'elles ressentent, c'est pas « tu es là », c'est « tu reviens ». Donc un homme qui est tout le temps là, au bout d'un moment, ils ne sentiront pas l'amour. Donc il a besoin de partir. Mais quand il revient, tu as eu envie d'aller là. Et donc ils vont ressentir ce qu'ils avaient ressenti avec leur père, tout comme moi. J'ai essayé, comme la plupart d'entre nous, de régler cette histoire. Donc il y a une quintessence, une beauté là-dedans. Votre inconscient est une foutue pièce de théâtre. Il prend tous les personnages de son histoire et il cherche les autres acteurs dans sa vie. Et il dit, toi je te reconnais, toi tu vas jouer le bon rôle du pervers narcissique. Toi je te reconnais, tu vas être la dépendante affective. Il va chercher ça. Parce que c'est pas pour s'amuser, c'est qu'il veut résoudre l'équation. Il veut résoudre le problème. Tant que vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas fait de deuil, vous allez attirer ces mêmes relations à vous. Donc deux solutions. Première, de toute façon, en prendre conscience et travailler sur vous. Deuxième, changez vos interactions sociales. Il faut bien comprendre que l'univers, c'est une grande symphonie.
tous ici, on a une vibration différente. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui, vous êtes le seul sur Terre à voir ces fréquences. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, il n'y a que vous. Ce que vous avez mangé, il n'y a que vous. Dans tout ce que j'ai dit, parmi vous tous, vous n'avez pas entendu la même chose, pas retenu les mêmes choses. Vous pouvez passer 24 heures avec quelqu'un, même en mangeant la même chose, vous n'allez pas avoir les mêmes goûts, etc. Il y a un tas de fréquences qui sont uniques. Et vous allez attirer des gens de manière naturelle par rapport à ça. Donc, comme une symphonie, vous allez attirer certains auditeurs. Et plus vous allez être en dehors de votre rayonnement, plus ça va se sentir. Un piano qui cherche à copier une guitare, c'est moche. Un instrument qu'on n'a jamais entendu, mais qui est son instrument, c'est magnifique. Donc, le tout, c'est de trouver sa place, de trouver son axe, d'être en accord avec ses désirs, de se dire « qu'est-ce que je veux réellement ?» Est-ce que si ma femme accompagne mon ex, n'avait pas ses défauts, je l'aurais aimé? Plus je vais travailler sur ça, plus je vais pouvoir décider. Une fois que je décide, je change mes interactions sociales. Quand je vais vers les autres, je comprends qu'il ne faut pas que j'exprime à chaque instant l'intérêt, du besoin, du manque. Et naturellement, je vais pouvoir attirer des personnes foncièrement différentes. Je vous souhaite à tous de pouvoir attirer les personnes que vous désirez dans votre vie. Et je vous souhaite à tous de pouvoir prendre conscience que de toute manière, vous avez ce pouvoir d'attraction que vous le vouliez ou non. Il se passe à chaque instant. Les personnes sur lesquelles après vous êtes assises, vous serez très curieux de parler avec ces personnes si vous le voulez. Vous verrez que vous aurez sûrement des choses en corrélation. Durant mes 7 dernières années, j'ai dû faire une centaine de séminaires. À chaque fois que je prenais des gens en leur disant « faites un exercice, choisissez une personne », à chaque fois, pas à 99, pas à 90, à chaque fois, les personnes choisissaient quelqu'un qui avait la même problématique qu'eux ou les problématiques opposées. Du style, j'ai une mère qui m'a beaucoup critiqué, je tombe avec une mère qui critique sa fille. À chaque fois, inconsciemment, et c'est ce que j'ai vu à chacune de mes consultations, à quel point on crée sa réalité en fonction de son histoire. Donc, je vous invite vraiment à pouvoir vivre une vie en accord avec vos valeurs, vivre une vie en accord avec vos désirs, et surtout prendre conscience que vous avez un grand pouvoir, mais qui n'est juste pas encore éveillé. Je vous remercie, et si vous avez des questions, j'aurai plaisir à y répondre.